Bonjour Corinne, merci Bonjour. de prendre quelques minutes pour discuter avec nous de ce qui se passe aujourd'hui au Rojava. Première question sans doute, c'est quoi le Rojava dont on parle dans les médias depuis quelques semaines particulièrement? Alors le Rojava, en fait, c'est un territoire qui se situe au nord de la Syrie, le long de la frontière avec la Turquie, qui en réalité aujourd'hui s'appelle Fédération de la Syrie du Nord et de l'Est, puisque c'est une zone qui s'est considérablement agrandie au fur et à mesure des victoires contre Daesh, puisqu'on parle là en fait de ce territoire à population à majorité kurde qui s'est battu à nos côtés, ou je dirais pour notre compte en tout cas, contre Daesh pendant des années. Et c'est donc surtout un territoire qui, donc en Syrie, s'est déclaré il y a quelques années de facto zone autonome vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad, et qui, sur un territoire qui est grand aujourd'hui à peu près comme la Belgique, sur lequel vivent entre 5 et 6 millions d'habitants, s'organise de manière auto-administrée, donc sans État, sur des bases féministes, écologistes et socialistes, avec voilà, d'autres manières de coexister et de vivre ensemble avec des populations d'ethnies et de religions différentes. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette région? Alors en fait, moi au départ, je me suis intéressée au Rojava par le biais de la Turquie, puisque je travaillais de manière régulière avec le parti turc qui s'appelle le HDP, qui est un des rares partis d'opposition à Erdogan qui notamment défend la cause kurde. Et donc, de fil en aiguille, en fait, j'en suis venue à m'intéresser au Rojava, à ce qui se passait là-bas. J'ai lu beaucoup de choses qui étaient souvent très dithyrambiques, et donc je souhaitais pouvoir avoir une observation directe et me faire une opinion directement sur le terrain par le biais de témoignages et d'observations que je puisse réaliser moi-même. Et donc, je me suis rendue à 2 reprises sur place au Rojava, une première fois au printemps 2018, et une deuxième fois en juillet 2019 avec la Fondation France Liberté. D'accord. Et donc concrètement, dans une zone aussi conflictuelle avec tant de difficultés quand on pense à tout ce qui se passe autour, est-ce que c'est le paradis sur Terre ou ça ressemble à quoi concrètement? Qu'est-ce que tu retires précisément de ces visites sur le terrain? Alors, d'abord, la première chose, c'est que ça ressemble à une zone de guerre, puisque en fait, il y a eu la guerre civile en Syrie, des combats contre le régime de Bachar el-Assad, puis surtout, il y a eu les différentes luttes contre Daesh, qui ont été très largement menées justement par les forces kurdes et les forces démocratiques syriennes, avec qui est une coalition arabo-kurde, et puis aujourd'hui contre la Turquie. Donc la première chose, c'est que c'est un pays qui est en situation de pénurie généralisée, où il manque de tout, beaucoup de foyers manquent d'eau courante, d'électricité, les hôpitaux manquent de médicaments, les écoles de fourniture. Donc c'est d'abord un pays qui est ravagé par ces différents conflits. Ensuite, ce qui est le plus spectaculaire probablement, c'est la place des femmes dans cette société de Syrie du Nord, puisque la révolution féministe est peut-être le premier pilier de ce qui se passe au Rojava, et que des femmes qui, pendant des années, des décennies, n'avaient pas le droit de sortir de leur maison, aujourd'hui sont entrées en politique, créent leur propre emploi, montent des coopératives paysannes. Donc c'est probablement ce qu'il y a aujourd'hui de plus spectaculaire dans cette révolution en cours. Un autre point spectaculaire, c'est probablement ce qu'on définit comme État, puisque tu dis qu'ils sont déclarés indépendants, et c'est cette idée de municipalisme libertaire, Oui, et tout à Bouchine. Est-ce que c'est très présent dans l'organisation? Comment est-ce que ça émerge là, au fond? Oui, c'est très présent parce qu'effectivement, l'organisation se qualifie elle-même d'auto-administration. Donc c'est une sorte de gouvernement autonome sans État, qui est fondé effectivement sur le principe du municipalisme libertaire et du confédéralisme démocratique, qui ont été théorisés par Murray Bookchin, qui a beaucoup échangé avec Abdullah Öcalan, qui est le chef spirituel en fait des Kurdes, qui est emprisonné à l'isolement en Turquie depuis des années. Et donc, c'est la mise en place d'une organisation démocratique totalement différente de ce qu'on peut connaître nous, avec une unité de base qui est la commune, non pas au sens communal comme on le connaît chez nous, mais au sens d'une organisation locale de proximité, de foyers qui se réunissent pour prendre les décisions qui les concernent directement.
Et ensuite, pour tout ce qui nécessite un niveau de décision plus large, il y a des assemblées de quartier, des assemblées de canton ou régionales où se prennent les décisions. Donc on est vraiment sur une forme de démocratie beaucoup plus horizontale et beaucoup plus directe que ce qu'on connaît par chez nous en termes de démocratie représentative. Avec aussi toute une organisation par communauté de femmes, notamment on a des maisons des femmes qui sont des lieux de médiation qui permettent, avant d'aller directement en justice, de régler les problèmes conjugaux ou familiaux à une échelle, là aussi, plus de proximité. Donc c'est toute cette organisation-là, effectivement, qui se met en place, ou qui se mettait en place en tout cas, avant l'attaque de l'armée turque. Avant de parler de cette guerre, à travers la question du Rojava se pose aussi la question des Kurdes. Hein, et tu définis la question d'un État, ce qui est pour aujourd'hui un État. Des Kurdes, on en trouve en Syrie du Nord, on en trouve en Turquie, on en trouve en Irak. Et en Iran. Et en Iran, oui. Et quelle est donc comment dire, l'unité entre ces diverses expériences aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que des gens qui ont construit le Rojava aujourd'hui ont en tête d'élargir ça pour faire un État qui déborderait précisément sur la Turquie, sur l'Irak, sur d'autres pays? Alors, il n'y a pas aujourd'hui de revendication de sécession ou d'indépendance de la part des Kurdes de Syrie du Nord, qui ne demandent pas en fait à bénéficier d'un État indépendant. C'est pas le cas non plus des autres populations kurdes aujourd'hui, même si de fait ça a été longtemps une revendication et qu'il y a même eu des promesses au XXe siècle dans ce sens à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour la création d'un État kurde, promesses et engagements qui n'ont jamais été respectés, bien au contraire, puisque les Kurdes ont très longtemps été opprimés, n'avaient pas même le droit de parler leur propre langue. C'était le cas notamment en Syrie ou en Turquie. Donc voilà, ce peuple kurde en fait est aujourd'hui disséminé sur 4 États différents, avec des positions qui sont légèrement différentes, même s'il y a une coordination transnationale des Kurdes et une autorité qui couvre les 4 pays et les 4 populations kurdes. On est sur des approches et des projets politiques qui sont très différents. Il y a une proximité importante entre la communauté kurde de Turquie et celle de Syrie du Nord sur des principes, on va dire, démocratiques, progressistes et même socialistes, hein, j'ai envie de dire. C'est pas le cas, par exemple, des Kurdes d'Irak qui ont obtenu un gouvernement régional autonome, le Kurdistan irakien, mais qui font beaucoup de commerce, notamment avec la Turquie, et qui, notamment pour cette raison et pour d'autres raisons culturelles, sont aussi assez proches de la Turquie et donc régulièrement en tension avec les Kurdes du Rojava. Ils ont notamment été accusés d'avoir laissé faire beaucoup de massacres dans le nord du Kurdistan irakien, notamment vis-à-vis des populations yézidis, mais aussi vis-à-vis de combattants et de militants du PKK, qui est l'organisation historique du Parti des travailleurs kurdes. On y arrive à cette question de la guerre aujourd'hui déclarée par la Turquie. Oui. Quelle réflexion de ta part? Que cherche-t-il au fond à travers ce conflit aujourd'hui? Alors c'est un conflit qui est très compliqué à suivre parce qu'en réalité beaucoup de puissances étrangères, comme souvent au Proche et au Moyen-Orient, se chargent de négocier et de distribuer les bons et les mauvais points et de donner des feux verts ou des cessez-le-feu. Ça a commencé avec l'annonce inopinée de Donald Trump de retirer les troupes américaines de la Syrie du Nord et donc qui équivalait en fait à un feu vert, hein, puisqu'on savait que l'armée turque n'attendait que ça pour lancer une offensive et une invasion sur le nord de la Syrie. Et puis c'est effectivement exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a maintenant plusieurs jours que des bombardements ont lieu tout au long de la frontière. On a ensuite eu la négociation d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et la Turquie, donc une fois de plus, les populations de Syrie, et notamment celles qui sont concernées, ne sont pas
incluses en fait dans ces négociations. Maintenant, c'est des accords avec le régime de Bachar el-Assad, avec la Russie. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on en est quasiment à 300 000 populations déplacées, qui sont souvent des populations qui avaient déjà fui d'autres zones, qui s'étaient réfugiées là, avec une situation d'un point de vue humanitaire qui est absolument dramatique et qui, d'un point de vue politique, est tout aussi inquiétante, puisque en réalité tout ça a favorisé le retour du régime syrien dans la zone, ce qui n'était évidemment pas du tout l'objectif de la révolution en cours au Rojava, et la mainmise de la Russie, qui sont autant de partenaires dans lesquels évidemment personne n'a aucune confiance, à commencer par les Kurdes eux-mêmes, mais dont ils sont bien obligés de se tourner vers qui est capable de leur offrir aujourd'hui une protection pour éviter que leur population civile continue à être massacrée comme elles le sont depuis 2 semaines. Cette question d'une bande de sécurité, d'une 32 km, etc., au fond, ce sont, tu m'expliquais, les grandes villes qui se trouvent... Donc en fait, cette bande de sécurité consiste à démanteler l'essentiel de ce qui a été mis en place. C'est ce qu'on peut dire ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est effectivement ce que la Turquie réclame depuis des années, sans s'être jamais cachée par ailleurs de vouloir faire une sorte de nettoyage ethnique, puisque l'objectif de la Turquie est que les populations kurdes quittent cette zone de sécurité, dite de sécurité, pour y replacer des populations de réfugiés, dont une majorité de populations arabes, ce qui est un non-sens absolu, puisque aujourd'hui précisément des populations kurdes et arabes coexistent en toute sécurité dans cette zone. Donc en réalité c'est une manière aussi d'attiser le chaos et les tensions entre différentes populations, ce qui est donc tout à fait à l'opposé du projet en cours au Rojava. Et cette bande, effectivement, de 32 km de profondeur, en réalité, si elle était mise en place, correspond à toutes les grandes villes de la Syrie du Nord, toutes les grandes villes du Rojava, de Qamishli à Moudé jusqu'à Kobané. Donc ça équivaut en réalité à détruire totalement le projet politique et à en chasser toutes les populations kurdes qui vivent là de manière historique. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement cette demande, cette exigence de la part de la Turquie est très difficile à accepter, puisque en réalité il n'y a en plus aucun problème de sécurité dans cette zone. Et ce que disent les forces démocratiques syriennes, donc cette coalition arabo-kurde du Rojava, c'est que dans ce cas-là, il faut que la zone de sécurité s'étende aussi du côté turc, puisque si on veut réellement sécuriser la frontière, il n'y a pas de raison que ça se fasse que sur les territoires à population kurde. Oui. Et précisément, cette question du régime Erdogan aujourd'hui, donc cette évolution de la Turquie qui a même connu un premier ministre kurde pendant une très courte période, comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça? Et puis question subsidiaire, comment est-ce qu'on peut éviter d'importer le conflit qui se passe là-bas ici chez nous? On sait qu'il y a de fortes communautés turques, notamment en Belgique, en France. On sait aussi qu'elles ont voté très majoritairement pour Erdogan. Est-ce que tu peux donner ton sentiment par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut à la fois prendre une position ferme et éviter d'importer, et certains ne rêvent que de ça, à droite et à l'extrême droite, un conflit sur les questions religieuses ici? Alors je le disais récemment en conclusion d'une tribune justement sur le sujet, rien ne serait pire que effectivement d'importer le conflit chez nous, dans le sens où on n'a pas besoin en ce moment dans nos pays européens d'attiser les haines ethniques et religieuses. Malheureusement, d'autres s'en chargent pour nous. Pour autant, c'est difficile de ne pas importer le conflit dans le sens où il nous concerne aussi directement, puisque d'abord les Kurdes ont été nos principaux alliés contre Daesh, et qu'ensuite justement tout ce qui se passe là-bas en Syrie du Nord a des conséquences sur la résurgence d'un certain nombre de milices djihadistes et de combattants de Daesh. On sait que la Turquie travaille avec des milices djihadistes, avec d'anciens d'Al-Qaïda par exemple. Donc tout ça est évidemment très inquiétant, pas seulement pour la Syrie, mais pour l'ensemble des pays qui ont été frappés par le terrorisme islamiste. Ça, c'est la première chose. Sur la manière dont Erdogan aujourd'hui pilote la Turquie, et notamment sur cette question kurde, il faut bien voir qu'il a aussi des objectifs d'ordre intérieur, en fait. C'est-à-dire que Erdogan est plutôt en perte de vitesse sur le plan électoral,
le candidat qui était son favori pour les élections municipales à Istanbul a perdu l'élection une première fois et ils ont refait voter les citoyens turcs. Il a reperdu une seconde fois de manière encore plus spectaculaire. Donc il est en perte de vitesse, l'économie turque ne se porte pas bien. Et donc, comme souvent, un conflit extérieur et puis la désignation surtout d'un bouc émissaire, d'un ennemi commun de la Turquie est un moyen aussi de resserrer les rangs en fait et de ressouder la population turque autour de son président. Il surfe en plus beaucoup sur une espèce de nostalgie en fait de l'Empire ottoman, du sultanat et cette idée du grand homme qui a beaucoup imprégné la culture turque. Et donc il faut bien comprendre qu'en Turquie, beaucoup de personnes n'ont pas accès à d'autres informations que les informations des médias principaux qui véhiculent une propagande qui vise à assimiler justement l'ensemble des Kurdes au PKK et le PKK au terrorisme, avec donc beaucoup de raccourcis qui font que il y a aussi besoin d'une information contradictoire à destination de ces populations turques qui, pour l'instant, ont majoritairement une seule version des choses. On ne peut pas dire que Erdogan soit encensé dans nos médias ici, et donc comment comprendre que les communautés turques en France, en Belgique, en Europe soient si favorables à Erdogan ? Là, on ne peut pas dire qu'elles soient uniquement avec... C'est vrai qu'Erdogan est propriétaire, ou en tout cas via des gens très très proches de lui, d'une large majorité des médias en Turquie. Mais bon, ce n'est pas le cas des médias internationaux. Non, tout à fait. Après, moi, je veux pas faire de psychologie de comptoir et je pourrais pas m'exprimer à la place des Turcs qui vivent ici. Mais je pense qu'il y a une forme d'attachement un peu patriotique en fait à la Turquie qui est peut-être d'autant plus important quand on vit justement loin de son pays. En tout cas, il y a aussi beaucoup de nationalistes pro-Erdogan qui sont extrêmement virulents et qui eux-mêmes attisent effectivement un certain nombre de tensions en provoquant des incidents en marge de rassemblements de soutien par exemple ou de manifestations pro-kurdes. On l'a connu à Liège. Voilà, donc voilà, ça fait partie de l'équation qu'on a à résoudre. On peut, nous, éviter d'attiser ces tensions et de jeter de l'huile sur le feu, mais pas en rabattant sur la réalité de ce qui est en train de se passer, qui est à la fois de l'ordre du nettoyage ethnique, des crimes de guerre qui sont de plus en plus documentés, notamment par Amnesty, sur place en Syrie du Nord, et puis de la volonté de détruire un projet politique qui représente une des rares utopies qu'on a encore à la surface de la planète. Et surtout dans cette région probablement aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a dans les mains, nous, militants de gauche, ici au départ de l'Europe, pour essayer d'aller en aide? Quelles sont les revendications, à ton avis, centrales à porter auprès de nos États? Alors, il y a effectivement un travail qui consiste à continuer à essayer de pousser les responsables politiques, les pouvoirs publics, nationalement et internationalement, à réclamer une zone d'exclusion aérienne, notamment des sanctions économiques contre la Turquie et pas seulement de condamner en fait cette attaque, mais de prendre des mesures concrètes pour qu'elle cesse. La question se pose aussi beaucoup, soit d'exclure la Turquie de l'OTAN, soit même de sortir de l'OTAN, ce qui serait une option intéressante à mon avis à étudier à force. Ça c'est une première chose. Ensuite il y a un travail de relais d'information que tout le monde peut faire et qui est vraiment important pour contribuer à faire savoir ce qui se passe là-bas et justement à contrer la désinformation sur la réalité de ces opérations. Pour ça, il y a différents comptes qui existent, qui peuvent être suivis. C'est le cas du Conseil démocratique kurde de France, le CDKF, qui relaye beaucoup sur les réseaux sociaux et qui organise de nombreux rassemblements de soutien. Sur place, en anglais, il y a ce qu'on appelle le Rojava Information Center qui publie un bulletin quotidien sur l'état des lieux de la situation en Syrie du Nord. Il y a un journaliste francophone qui est toujours sur place également, qui s'appelle Raphaël Le Bruja,
qui publie régulièrement sur Twitter des informations aussi sur les combats en cours et qui recueille des témoignages et écrit un peu pour la presse francophone. Donc voilà, suivre tout ça, relayer l'information, continuer à faire pression pour obtenir à minima cette zone d'exclusion aérienne. Et puis pour celles et ceux qui le peuvent, un appel à dons humanitaires a été lancé par le Rojasor, qui travaille avec des organisations sur place et qui monte des convois humanitaires pour aller ravitailler les hôpitaux, rapatrier les blessés, les sortir des zones de conflit. Donc c'est Rojasor et on trouve là aussi toutes les informations facilement sur Internet. On mettra les liens. Super, merci beaucoup Corinne. Merci.